L'aube était apparue, froide et grise, très grise et très froide, lorsque l'homme quitta la piste principale du Yukon pour gravir la rive abrupte où un chemin étroit et peu fréquenté conduisait vers l'est à travers une épaisse forêt d'épicéas. La pente était raide, et arrivé au sommet, il fit une pause pour reprendre haleine en se donnant l'excuse de regarder sa montre. Elle marquait 9 heures. Il n'y avait pas de soleil, pas un soupçon de soleil, quoique aucun nuage n'obscurcît le ciel. C'était une belle journée et cependant un voile imperceptible semblait s'étendre sur toute chose, une légère obscurité qui assombrissait le jour et était due à l'absence de soleil. L'homme n'en était pas inquiet, il y était habitué. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas vu le soleil, et il savait qu'il faudrait encore quelques autres jours avant que le globe joyeux, dans sa marche vers le sud, apparaisse un instant au-dessus de l'horizon pour disparaître aussitôt à la vue. L'homme se retourna pour jeter un regard sur le chemin qu'il venait de parcourir. En dessous de lui s'étendait le Yukon, large d'1 mille et prisonnier sous 3 pieds de glace. Et cette glace elle-même était ensevelie sous 3 pieds de neige. Toute cette neige immaculée était agitée de molles ondulations à l'endroit où des blocs s'étaient formés lors du gel du fleuve. Vers le nord et vers le sud, aussi loin que son œil pouvait porter, c'était partout une blancheur infinie, à l'exception d'une mince ligne sombre qui serpentait du sud au nord, contournant 2 îles couvertes d'épicéas avant de disparaître. Ce trait sombre de la minceur d'un cheveu était la piste principale, qui conduisait vers le sud, à 500 milles, vers le Chilikoot, Drea et l'eau de l'océan, et vers le nord, à 70 milles, à Dawson, puis à 1 millier de milles, à Nulato, pour finir à Saint-Michael, sur la mer de Bering, 1,5 millier de milles plus loin. Mais tout cela, la mystérieuse ligne de la piste se perdant dans les lointains, l'absence de soleil dans le ciel, le froid terrible qui sévissait, l'atmosphère étrange du paysage, ne troublait nullement notre homme. Non qu'il y fût habitué de longue date. Il était un nouveau venu dans le pays de Sheshakeo, et c'était son premier hiver. Mais il n'avait aucune imagination. Doué d'un esprit vif face aux réalités de la vie, il ne s'intéressait qu'à ces réalités et non à leur sens. 50 degrés au-dessous de zéro, cela voulait dire 80 degrés de gel. Il était incommodé par ce froid, voilà tout. Cela ne le poussait pas à méditer sur sa fragilité personnelle, ni sur la fragilité de l'être humain en général, qui ne peut supporter les excès du chaud et du froid, et cela ne l'entraînait pas non plus à risquer des hypothèses sur l'immortalité et la place de l'homme dans l'univers. 50 degrés au-dessous de zéro, c'était un gel dont la morsure faisait mal et dont il importait de se préserver avec des mitaines, des oreillettes, des mocassins bien chauds et d'épaisses chaussettes. 50 degrés au-dessous de zéro, c'était un fait et rien de plus. L'idée ne lui serait jamais venue d'aller chercher plus loin. S'apprêtant à continuer sa route, il cracha juste pour se rendre compte. Il y eut un craquement aigu, pareil à une petite explosion qui le fit sursauter. Il cracha de nouveau. Pour la seconde fois, avant d'avoir pu atteindre la neige, sa salive crépita dans l'air. L'homme n'ignorait pas qu'à 50 degrés au-dessous de zéro, un crachat crépitait sur la neige. Mais là, il avait crépité dans l'air. Le froid, sans aucun doute, dépassait 50 degrés. De combien, il ne le savait pas. Au fond, peu importait la température. Il se rendait au vieux Claim, sur la branche gauche de Anderson Creek, où les gars l'attendaient. Venant de la région de l'Indian Creek, il avait franchi la ligne de partage des eaux, alors que lui-même avait fait un détour afin d'explorer les possibilités d'obtenir des rondins au printemps sur les îles du Yukon. D'après ses prévisions, il atteindrait le camp vers 6 heures du soir. La nuit serait déjà tombée, assurément, mais il se retrouverait en société autour d'un feu et un dîner bien chaud l'attendrait. Pour ce qui était du déjeuner, il porta la main sur une grosse bosse qui faisait saillie sous sa veste. Sous la chemise, à même sa peau nue, il y avait un paquet de biscuits enveloppés dans un mouchoir. C'était le seul moyen de les empêcher de geler. Il sourit satisfait en songeant que chacun de ces biscuits
après avoir été fendu en deux, avait été trempé dans de la graisse de lard et renfermait une tranche généreuse de bacon frit. Il s'engouffra sous les grands épicéas. La piste était à peine tracée. Un pied de neige était tombé depuis le passage du dernier traîneau et il se réjouissait de voyager à pied avec une charge légère. En fait, il ne portait rien d'autre que le déjeuner enveloppé dans son mouchoir. Ce froid, pourtant, le surprenait. De sa main, sans la sortir de la mitaine, il se frotta le nez, qui était tout engourdi, puis les pommettes, sûr qu'il ne faisait pas chaud. Il portait une barbe épaisse, dont les poils ne pouvaient protéger ses pommettes saillantes, ni son nez, qui pointait agressif dans l'air glacé. Sur les talons de l'homme trottait un chien, un énorme husky du pays. Le type du vrai chien-loup à robe grise, dont ni l'aspect, ni le caractère ne différaient de ceux de son frère le loup sauvage. L'animal était déprimé par ce froid épouvantable. Il savait que ce n'était pas un temps pour voyager. Son instinct l'avertissait plus sûrement que le raisonnement n'avertissait l'homme. En réalité, il ne faisait pas seulement au-dessous de -50, mais au-dessous de -60, de -70. Il faisait 75 au-dessous de zéro. Comme l'eau gèle à 32 degrés, cela voulait dire 107 degrés au-dessous. Le chien ignorait tout des thermomètres. Peut-être n'avait-il pas aussi nettement conscience du froid extrême que le cerveau de l'homme. Mais la bête avait son instinct. Une crainte vague et menaçante s'était emparée d'elle et la poussait à se glisser derrière l'homme. Elle guettait ardemment tous ses gestes inhabituels, comme si elle s'attendait à le voir établir un camp ou chercher quelque part un abri pour y construire un feu. Le chien avait appris le feu. Il en voulait. Ou alors s'enfouir sous la neige pour s'y pelotonner bien au chaud, à l'abri de l'air. Son haleine humide et glacée avait poudré finement de givre sa fourrure. Ses bajoux, son museau et ses cils étaient particulièrement blanchis par le cristal de son haleine. La barbe et la moustache rousse de l'homme étaient également gelées, mais avec une manière plus solide. Le dépôt y était de glace, et son épaisseur augmentait à chaque expiration. L'homme, de plus, chiquait, et la muselière de glace lui fermait si bien les lèvres qu'il lui était impossible d'abaisser le menton quand il crachait le jus du tabac, de sorte qu'une barbe de cristal qui avait la couleur et la dureté de l'ambre s'allongeait sans cesse à ce menton. S'il était tombé, elle se serait brisée comme du verre en 1000 morceaux. Mais il se souciait peu de cet appendice. Tous les chiqueurs payaient ce même tribut au pays, et par 2 fois déjà, il s'était trouvé dehors lors d'un coup de froid. Moins grave que celui-ci pourtant, mais par le thermomètre à alcool de 60 Mile, il savait qu'on avait alors enregistré 50 et 55 au-dessous de zéro. Plusieurs miles durant, il poursuivit son chemin en terrain plat, à travers bois, traversa ensuite un grand marécage semé d'arbustes noirs, puis descendit jusqu'à la berge d'un petit ruisseau gelé. C'était Anderson Creek, et il savait qu'il était à 10 miles du confluent. Il consulta sa montre, 10 heures. Il faisait 4 miles à l'heure, et il en conclut qu'il arriverait au confluent à 12h30. Il décida de célébrer l'événement en mangeant son déjeuner là-bas. Le chien, découragé, la queue entre les jambes, se remit à le suivre tandis qu'il longeait le lit du cours d'eau. Le sillon de l'ancienne piste de traîneau était encore bien visible, mais 12 pieds de neige avaient recouvert la trace des derniers pas humains. En 1 mois, personne n'avait remonté ni descendu le silencieux vallon. L'homme allait toujours d'un pas régulier. Il n'était guère porté à la méditation, et à cet instant précis, il ne pensait à rien sinon au déjeuner qui approchait et au fait qu'à 6 heures du soir, il serait au camp avec les camarades. Il n'avait personne à qui parler. D'ailleurs, eût-il voulu le faire, qu'il ne l'aurait pu, à cause de cette muselière de glace qui lui fermait la bouche. Il se contentait donc de continuer à chiquer et d'allonger sa barbe d'ambre. De temps en temps, la pensée lui revenait qu'il faisait réellement froid, que jamais encore il n'avait connu pareille température. Tout en cheminant, il se frottait les pommettes et le nez avec le dos de sa mitaine. C'était un geste d'automate, qu'il faisait tantôt d'une main, tantôt de l'autre. Mais il avait beau frotter, dès qu'il s'arrêtait, ses pommettes s'engourdissaient, et l'instant d'après, le bout de son nez. Il était certain que ses joues gelaient. Il le savait,
et il ressentait une pointe de regret parce qu'il ne s'était pas fabriqué un cache-nez en cuir comme celui que portait Bud lors des coups de froid. Mais après tout, aucune importance. Les joues gelées? C'était un peu douloureux, voilà tout, mais jamais très grave. L'homme avait l'esprit vide, mais il observait avec soin et remarquait les moindres changements du ruisseau, les courbes et les amas des bois, et il faisait toujours très attention à poser les pieds au bon endroit. Il eut un moment, dans un méandre, où il fit soudain un écart, comme un cheval qui prend peur, se détourna de la piste où il marchait et recula de plusieurs pas. Il savait bien que la rivière était gelée jusqu'au fond. Aucun cours d'eau ne saurait conserver une goutte d'eau dans cet hiver arctique. Mais il savait aussi que des sources souterraines jaillissaient au flanc des collines et se frayaient un chemin sous la neige par-dessus la couche de glace du ruisseau. Même pendant les plus grands froids, ces sources ne gelaient pas, et il en connaissait le danger. C'étaient de vrais pièges. Sous la neige, elles dissimulaient des nappes d'eau qui pouvaient avoir 3 pouces de profondeur ou 3 pieds. Parfois, une pellicule de glace d'un demi-pouce les recouvrait, que la neige cachait à son tour. Ou alors, il y avait des couches d'eau et de glace en alternance, de sorte que si l'on passait au travers, on continuait de s'enfoncer pendant un moment, en se trempant parfois jusqu'à mi-corps. Voilà pourquoi une telle panique s'était emparée de lui. Il avait senti le sol se dérober sous ses pieds et entendu le craquement de la pellicule de glace cachée par la neige. Or, par cette température, avoir seulement les pieds mouillés pouvait causer de graves ennuis. Au mieux, cela l'aurait retardé en l'obligeant à s'arrêter pour construire un feu qui lui permettrait de rester pieds nus tout en faisant sécher ses chaussettes et ses mocassins. Il s'arrêta, étudia le lit et les rives du ruisseau, et en conclut que l'eau devait venir de la droite. Il réfléchit un moment tout en continuant de se frotter le nez et les pommettes, puis reprit sa route en contournant sur la gauche, marchant avec précaution et assurant chaque pas. Une fois hors de danger, il mit dans sa bouche une nouvelle chique et reprit sa marche à 4 miles à l'heure. Durant les 2 heures qui suivirent, il rencontra encore plusieurs de ces pièges. En général, au-dessus de ces nappes d'eau masquées, la neige légèrement affaissée avait une apparence cristalline qui l'avertissait du péril. Pourtant, une nouvelle fois, il fut sur le point de se laisser prendre. Une autre encore, devinant le danger, il contraignit le chien à marcher devant lui. L'animal ne voulait pas. Il hésita jusqu'à ce que l'homme le pousse en avant. Alors il se dépêcha de traverser la surface blanche et lisse. Mais soudain il s'enfonça dans un trou d'eau, pataugea jusqu'au bord et reprit pied sur un sol plus solide. Il s'était mouillé les pattes de devant et l'eau s'y était presque instantanément transformée en glace. L'animal commença aussitôt à se lécher, puis s'affala dans la neige et se mit à mordre la glace qui s'était formée entre ses orteils. C'était affaire d'instinct. Laisser la glace lui aurait blessé les pieds. Il l'ignorait, mais il obéissait à une impulsion mystérieuse qui montait des profondeurs de son être. Mais l'homme savait, car il était capable de jugement en pareil cas. Il sortit sa main droite de la mitaine et l'aida à arracher les glaçons. Il n'exposa pas ses doigts plus d'1 minute et fut stupéfait de l'engourdissement rapide dont ils étaient saisis. Il faisait vraiment froid. Il remit en hâte sa mitaine et se frappa violemment la main contre la poitrine. À midi, la clarté du jour atteignit son apogée. Cependant, le soleil, dans sa course hivernale, était trop loin vers le sud pour illuminer l'horizon. La courbure de la terre faisait écran entre lui et Anderson Creek, où l'homme marchait sans aucune ombre sous un ciel pur. Juste à 12h30, il arriva au confluent du ruisseau. Il était satisfait de la vitesse à laquelle il avait marché. S'il la maintenait, il aurait certainement rejoint ses camarades à 6 heures. Il déboutonna sa veste et sa chemise pour sortir son déjeuner. Ce geste ne lui prit pas plus de 15 secondes, mais ce court laps de temps avait suffi à engourdir ses doigts dénudés. Sans remettre sa mitaine, une 12aine de fois, il frappa énergiquement ses doigts contre sa jambe. Puis il s'assit sur un tronc d'arbre couvert de neige afin de manger. La douleur cuisante consécutive au choc des doigts contre sa jambe avait cessé si brusquement qu'il s'en étonna. Il n'avait pas réussi à porter le biscuit à ses lèvres et à y mordre.
Il se frappa encore les doigts à plusieurs reprises et, les renfonçant dans sa mitaine, découvrit son autre main dans le but de manger. Il essaya de prendre une bouchée, mais la muselière de glace l'en empêcha. Il avait oublié de construire un feu pour se dégeler. Il se mit à ricaner en songeant à sa stupidité, et en même temps il remarqua que ses doigts exposés à l'air s'engourdissaient. Il constata encore que la douleur qu'il avait, en s'asseyant, ressentie à ses orteils, était déjà en train de disparaître. Il se demanda si c'était l'effet de la chaleur ou de l'engourdissement. Il remua ses orteils dans les mocassins et conclut pour la seconde hypothèse. Il remit précipitamment sa mitaine et se leva un peu effrayé. Il battit la semelle jusqu'à ce que la douleur lui revint aux pieds. Sûr qu'il faisait froid, pensa-t-il. L'homme de Sulphur Creek n'avait pas menti en lui disant à quel point on avait froid parfois dans le pays. Dire qu'il s'était moqué de lui. Cela montrait qu'on ne doit pas être trop sûr de soi. Pas d'erreur possible. Il faisait vraiment froid. Il continua à marcher de long en large, à taper des pieds, à battre des bras, jusqu'à ce que la chaleur revienne et le rassure. Alors il sortit des allumettes et entreprit de construire un feu. Dans les broussailles, où la crue du printemps dernier avait apporté quantité de petites branches aujourd'hui desséchées, il trouva le bois qui lui était nécessaire. Travaillant avec prudence, il obtint d'abord un petit feu, qui bientôt se mit à ronfler. Alors il fit fondre la glace qui lui couvrait la figure et se mit à manger ses biscuits. Pour le moment, il avait eu raison du froid. Le chien, satisfait lui aussi, s'allongea assez près de la flamme, mais suffisamment loin pour éviter de se roussir les poils. Son déjeuner terminé, l'homme bourra sa pipe et la fuma tranquillement. Puis il remit ses mitaines, rabattit fermement la casquette sur ses oreilles et reprit la piste en remontant la branche gauche du ruisseau. Le chien, désappointé, quitta le feu à contre-cœur. Cet homme ignorait ce qu'était le froid. Peut-être qu'aucune des générations qui l'avaient précédé ne connaissait le froid, le vrai froid, un froid de 107 degrés au-dessous de zéro. Il n'en allait pas de même du chien. Tous ses ancêtres, à lui, le connaissaient et lui avaient transmis ce savoir. Il savait qu'il n'était pas bon de s'aventurer au loin par des températures aussi terribles. C'était le moment, au contraire, de se coucher bien douillettement au fond d'un trou, dans la neige, et d'attendre qu'un rideau de nuages se déploie dans l'espace, là d'où provenait ce froid. D'autre part, il n'existait entre le chien et l'homme aucune réelle intimité. L'un était l'esclave de l'autre, et les seules caresses qu'il en recevait étaient celles du fouet et de tous les sons rauques et menaçants qui annonçaient les coups. Aussi le chien ne fit aucun effort pour communiquer son appréhension à l'homme. Le bien-être de l'homme ne le regardait pas. C'était pour lui-même qu'il souhaitait retourner auprès du feu. Mais l'homme siffla et parla au chien comme lorsque le fouet va claquer, et le chien reprit place derrière lui et le suivit. L'homme renouvela sa chique et une nouvelle barbe d'ambre commença à se former. De plus, son haleine humide eut au fait de poudrer de givre sa moustache, ses sourcils et ses cils. Sur la branche gauche de Anderson Creek, les sources semblaient moins nombreuses. Pendant une demi-heure, l'homme n'en aperçut aucune trace. Puis l'événement arriva. À un endroit qui ne recelait aucun signe suspect, où la neige régulière et lisse paraissait indiquer en dessous un terrain solide, l'homme s'enfonça. Ce n'était pas profond. Il se mouilla seulement jusqu'à mi-mollet avant de regagner le sol ferme. Il était furieux et se mit à pester contre sa malchance. Il avait espéré rejoindre les gars au camp à 6 heures et cet accident allait le retarder d'1 heure car il devrait construire un nouveau feu pour y sécher ses chaussures. C'était une nécessité impérieuse. Par une température aussi basse, il ne le savait que trop. Il se dirigea donc vers la berge du cours d'eau qu'il gravit. En haut, mêlé aux broussailles parmi les troncs de plusieurs petits épicéas, se trouvait un amas de bois déposé par les crues, surtout des branches et des brindilles, mais aussi d'assez grandes quantités de bois mort et de fines herbes sèches de l'année précédente.
Il disposa sur la neige plusieurs gros morceaux pour servir de foyer et empêcher la petite flamme de se noyer dans la neige qu'elle ferait fondre. Il fit prendre le feu en grattant une allumette sur un fragment d'écorce de bouleau qu'il saisit dans sa poche. Il s'embrasa encore mieux que du papier. Il le plaça sur le bois et alimenta la jeune flamme avec des brins d'herbe sèche et avec les plus petites brindilles. Il agissait sans hâte et avec prudence, pleinement conscient du danger qu'il courait. Graduellement, à mesure qu'elle grandissait, il jetait à la flamme des bouts de bois de plus en plus gros. Accroupi dans la neige, il tirait les brindilles enchevêtrées dans les broussailles et en nourrissait directement la flamme. Il savait qu'il lui était interdit d'échouer. Lorsque le thermomètre marque -75, on ne doit pas se le permettre dès la première tentative pour construire un feu, surtout si on a les pieds mouillés. Avec les pieds secs, si on échoue, il suffit de courir sur la piste pendant un demi-mile pour se réchauffer. Mais à cette température, lorsque les pieds sont mouillés et en train de geler, il ne sert à rien de courir pour réactiver la circulation. On a beau foncer comme un dératé, les pieds mouillés n'en gèleront que plus fort. Tout cela, l'homme le savait. Le vétéran de Sulphur Creek l'en avait averti à l'automne, et il appréciait maintenant ses conseils. Déjà, il ne sentait plus ses pieds. Pour construire son feu, il avait dû quitter ses mitaines et ses doigts s'étaient très vite engourdis. Tant qu'il avait marché à l'allure de 4 miles à l'heure, la circulation du sang, du cœur aux extrémités, s'était accomplie normalement. Mais dès l'instant où il s'était arrêté, la pompe cardiaque avait ralenti son action. Le froid de l'espace s'abattait sur cet endroit non protégé de la planète et lui-même l'y recevait de plein fouet. Le sang de son corps refluait devant ce froid. Ce sang était vivant, comme le chien, et comme lui, il voulait s'abriter et se protéger de ce froid épouvantable. Tant qu'il avait fait du 4 miles à l'heure, il avait bon gré mal gré pompé ce sang vers la surface, mais à présent il refluait au plus profond de son être. Les extrémités furent les premières à sentir son absence. Ses pieds mouillés gelèrent très vite. Ses doigts nus s'engourdirent très vite, et pourtant il n'avait pas encore commencé à geler. Son nez, ses joues gelaient déjà, et sa peau, sur tout son corps, se gelait en perdant son sang. Mais il était sain et sauf. Ses orteils, son nez, ses joues seraient à peine atteints par le gel, car le feu commençait à flamber superbement. Il l'alimentait avec des brindilles grosses comme son doigt. Le moment approchait où il allait pouvoir lui ajouter des branches grosses comme son poignet. Alors, il pourrait enlever ses chaussures humides et pendant qu'elles sécheraient, il réchaufferait ses pieds nus à la chaleur du feu, après les avoir frictionnés, bien entendu, avec de la neige. Le feu avait réussi. Il était sauvé. Il songea au conseil du vétéran de Sulphur Creek et sourit. Cet homme lui avait très sérieusement expliqué que personne, au Klondike, ne doit voyager seul au-delà de -50. D'après lui, c'était une loi absolue. Eh bien lui, il se trouvait là. L'accident était survenu, il était seul, et il s'était tiré d'affaire. Ces anciens, certains du moins, songea-t-il, n'étaient que des femmelettes. L'essentiel était de ne pas perdre la tête, et tout allait bien. Tout homme digne de ce nom pouvait voyager seul. Tout de même, c'était surprenant que ses joues et son nez gèlent si vite. Et il n'aurait jamais pensé que ses doigts puissent s'engourdir en si peu de temps. Ils étaient sans vie, car c'était à peine s'il pouvait les remuer pour saisir une brindille. Il semblait ne plus faire partie de son corps, de lui-même. Lorsqu'il touchait un bout de bois, ses yeux devaient contrôler s'il le tenait ou non. Le courant était coupé entre lui et les extrémités de ses doigts. Mais peu importait au fond. Le feu était là, crépitant et craquant, et chacune de ses flammes dansantes promettait la vie. Il se mit à délacer ses mocassins, ils étaient recouverts de glace. Ses épaisses chaussettes allemandes ressemblaient à des gaines de fer jusqu'à mi-mollet, et les lacets étaient comme des fils d'acier, tout tordus et noués, comme par un incendie. Il tira dessus pendant un moment avec ses doigts gourds, puis se rendant compte de sa sottise, il sortit son couteau de son fourreau. Mais avant qu'il ait pu couper les lacets,
le second événement arriva. C'était sa faute. Ou plutôt, il avait commis une erreur. Il n'aurait pas dû faire son feu sous l'épicéa, mais à découvert. Seulement, c'était plus pratique pour tirer les brindilles des broussailles et les jeter directement dans le feu. Or, l'arbre, sous lequel il l'avait fait, avait des branches chargées d'une épaisse masse de neige. Depuis plusieurs semaines, le vent n'avait pas soufflé, et chaque branche portait tout ce qu'elle pouvait porter. Chaque fois qu'il avait tiré une brindille, il avait communiqué à l'arbre une légère agitation, une agitation imperceptible pour ce qui le concernait, mais suffisante cependant pour provoquer le désastre. Ce fut d'abord, tout au faîte de l'arbre, une branche qui déversa sa charge de neige. Elle tomba sur les branches du dessous, qui déversèrent à leur tour la leur. La chute continua de proche en proche, s'étendant à l'arbre entier. Elle grandit comme une avalanche et s'abattit sans crier gare sur l'homme et sur son feu, et le feu s'éteignit. Là où il brûlait, il ne restait plus qu'un manteau informe de neige fraîche. L'homme fut consterné, comme si on venait de le condamner à mort. Pendant un moment, il demeura assis, les yeux fixés sur le foyer disparu. Puis il redevint très calme. Peut-être que le vétéran de Sulphur Creek avait dit vrai. S'il avait eu avec lui un compagnon de piste, il n'aurait couru aucun danger. Ce compagnon aurait construit le feu, mais c'était à lui de le refaire. À présent, et cette fois, il n'avait plus droit à l'erreur. Même s'il réussissait, il y laisserait sans doute quelques orteils. Ses pieds devaient être maintenant profondément gelés, et il lui faudrait du temps pour préparer le second feu. Voilà à quoi il songeait, mais il ne s'attarda pas à ses réflexions. Tout le temps où elles lui passèrent par l'esprit, il s'activa. Il établit de nouvelles fondations pour son feu, à découvert cette fois, là où aucun arbre ne pouvait l'éteindre par traîtrise. Puis il ramassa des herbes sèches et de minuscules brindilles abandonnées par la crue. Il était incapable de serrer les doigts pour les tirer, mais il arrivait à les saisir par poignées. Il recueillit de la sorte beaucoup de bois pourris ainsi que des touffes de mousse verte qui ne pouvaient lui servir, mais il était incapable de faire davantage. Il procédait méthodiquement, rassemblant même une brassée de grosses branches afin de les utiliser plus tard, quand le feu aurait bien pris. Pendant tout ce temps, le chien restait assis et ne le quittait pas du regard, avec une espèce d'ardente mélancolie dans ses prunelles, car il était pour lui le pourvoyeur du feu, et ce feu était lent à venir. Quand tout fut prêt, l'homme chercha dans sa poche un autre fragment d'écorce de bouleau. Il savait qu'il s'y trouvait. Même s'il ne pouvait le sentir avec ses doigts, il entendait le bruissement sec de l'écorce, tandis qu'il tâtonnait. Mais il avait beau faire, il ne parvenait pas à la saisir. Pendant tout ce temps, il avait conscience qu'à chaque instant, ses pieds continuaient de geler. Cette idée avait tendance à le paniquer, mais il la combattait et conserva son calme. À l'aide de ses dents, il renfila ses mitaines, battit des bras dans tous les sens en se frappant de toute sa force les mains contre ses flancs. Il fit cela assis, puis debout. Le chien, lui, demeurait toujours assis dans la neige, avec le panache de sa queue de loup chaudement enroulée sur ses pattes de devant et ses oreilles de loup qui pointaient en avant tandis qu'il observait intensément l'homme. Celui-ci, tout en continuant à se battre des bras et des mains, sentit une vague d'envie monter en lui en regardant la bête bien au chaud, protégée par le pelage que lui avait donné la nature. Au bout d'un moment, il perçut que ses doigts commençaient à redevenir vaguement sensibles. Le picotement léger s'accrut pour se muer finalement en une piqûre atrocement douloureuse, mais qu'il accueillit avec joie. Il enleva la mitaine de sa main droite et ramena l'écorce de bouleau. Ses doigts nus s'engourdissaient de nouveau rapidement. Puis il saisit son paquet d'allumettes souffrait. Mais le froid épouvantable avait déjà chassé la vie de ses doigts. Alors qu'il s'efforçait de séparer une allumette des autres, tout le paquet tomba dans la neige. Il tenta de le ramasser, mais en vain. Ses doigts morts ne pouvaient plus ni toucher ni saisir. Il se montra très prudent. Il chassa de son esprit la pensée que ses pieds, son nez et ses pommettes achevaient de geler, et, de toute son âme,
se consacra aux seules allumettes. Se servant de sa vue au lieu de son toucher, il observait. Quand il vit ses doigts de chaque côté du paquet, il les referma, ou plutôt il voulut les refermer, mais le courant était coupé et les doigts refusèrent d'obéir. Il remit sa mitaine droite et battit vivement sa main contre son genou, puis de ses deux mains protégées, il ramena la boîte d'allumettes sur ses genoux, en même temps que beaucoup de neige. Mais sa situation n'était guère meilleure. Après quelques manipulations, il parvint à coincer la boîte entre les paumes de ses mitaines. C'est ainsi qu'il l'éleva vers sa bouche. La glace craqua avec un craquement sec quand, au prix d'un violent effort, il ouvrit la bouche. Rentrant la mâchoire inférieure, il retroussa la lèvre supérieure et gratta avec ses dents d'en haut la rangée d'allumettes pour en isoler une. Il y réussit et la fit tomber sur ses genoux. Il n'en était pas beaucoup plus avancé. Il était incapable de la saisir. Alors il eut une idée. Il la prit entre ses dents, puis la frotta contre sa jambe. Après 20 essais infructueux, il parvint à l'allumer. Tandis qu'elle s'enflammait, il s'approcha avec ses dents de l'écorce de bouleau. Mais le soufre qui brûlait lui monta aux narines et, gagnant les poumons, lui causa une toux spasmodique. Il desserra les dents, l'allumette tomba dans la neige et s'éteignit. Le vieil homme de Selfour Creek avait raison, songea-t-il dans le moment de désespoir qui suivit, mais qu'il maîtrisa vite. Au-delà de -50, on ne devrait pas voyager sans être accompagné. Il battit des mains, mais sans faire revenir aucune sensation. Brusquement, il les découvrit toutes les deux en enlevant les mitaines avec ses dents. Entre ses paumes, il saisit toute la boîte. Les muscles de ses bras, qui n'étaient pas encore gelés, lui permirent de serrer fermement les paumes contre les allumettes. Puis il les frotta contre sa jambe. Une flamme en jaillit. 70 allumettes souffraient d'un seul coup. Il n'y avait pas de vent pour les éteindre. Tenant la tête de côté afin d'éviter d'être suffoqué par les fumées, il approcha le contenu flamboyant de la boîte de l'écorce de bouleau. C'est alors qu'il prit conscience d'une sensation dans sa main. C'était sa chair qui brûlait. Il pouvait le sentir en profondeur sous l'épiderme. La sensation se transforma en une douleur qui s'intensifia. Pourtant, il la supportait, tenant maladroitement les allumettes contre l'écorce. Elle avait du mal à s'embraser, car ses propres mains brûlaient et accaparaient la flamme. Enfin, n'y pouvant plus tenir, il lâcha tout. Les allumettes tombèrent en grésillant dans la neige, mais l'écorce de bouleau flambait. Il se mit à étendre sur la flamme des herbes sèches et les plus petites brindilles. Il ne pouvait choisir en les ramassant, car il devait soulever la matière inflammable entre ses paumes. De petits morceaux de bois pourri et de mousse verte adhéraient aux brindilles, et il les éliminait tant bien que mal avec ses dents. Il nourrissait la flamme avec soin, mais gauchement. Elle signifiait la vie, et il ne fallait pas qu'elle périsse. Comme le sang se retirait de l'extérieur de son corps, il se mit alors à frissonner, ce qui ne faisait qu'aggraver sa maladresse. Une grosse touffe de mousse verte tomba en plein sur le petit feu. Du bout des doigts, il tenta de la repousser, mais le tremblement qui l'agitait tout entier provoqua un mouvement trop brusque qui dérangea le centre du foyer. Les herbes qui brûlaient et les petites brindilles se dispersèrent. Il s'efforça de les rassembler de nouveau, mais en dépit de ses efforts intenses, son tremblement l'emporta et les brindilles s'éparpillèrent irrémédiablement. Chacune laissa échapper une dernière fumée, puis s'éteignit. Le pourvoyeur de feu avait échoué. En jetant autour de lui un regard atone, il aperçut par hasard le chien qui se tenait assis dans la neige de l'autre côté du petit foyer ruiné. Il s'agitait, la mine inquiète, faisant le dos rond, soulevait légèrement l'une après l'autre ses pattes de devant, portant son poids en alternant sur l'une et l'autre avec une mélancolie impatiente. La vue du chien fit naître dans sa tête une idée de sauvage. Il se remémora l'histoire de ce voyageur qui, pris dans le blizzard, avait tué un bouvillon et eut la vie sauve en s'abritant dans sa carcasse. Il tuerait le chien
et enfouirait ses mains dans son cadavre encore chaud jusqu'à ce que leur engourdissement disparaisse. Alors il pourrait allumer un autre feu. Il parla au chien, l'appela, mais il y avait dans sa voix une peur étrange qui effraya l'animal, parce qu'il ne l'avait jamais entendu parler de cette façon. Cela cachait quelque chose, et sa nature soupçonneuse perçut le danger. Il ne savait lequel au juste, mais quelque part dans sa cervelle la crainte de l'homme apparut. Au son de cette voix, il aplatit les oreilles, son dos s'arrondit encore davantage, et il se dandina sur ses pattes de devant de manière plus prononcée. Mais il n'irait pas vers l'homme. Alors celui-ci se mit à quatre pattes et rampa vers le chien. Cette posture inhabituelle accrut encore la défiance de l'animal qui s'éloigna furtivement. L'homme s'assit dans la neige pendant un moment, s'efforçant de retrouver son calme. Puis il renfila ses mitaines avec l'aide de ses dents et se releva. Il regarda d'abord le sol afin de s'assurer qu'il était vraiment debout, car il ne sentait plus ses pieds et n'aurait pu dire s'il touchait terre. Sa position verticale avait suffi à rassurer le chien, et quand il lui parla d'une voix impérieuse qui claquait comme un fouet, l'animal retrouva sa soumission coutumière et s'avança vers lui. Dès qu'il fut à sa portée, l'homme perdit son sang-froid. Il tendit les bras vers le chien et éprouva une réelle surprise en découvrant que ses mains étaient incapables de rien saisir, que ses doigts ne pouvaient plus se plier ni éprouver de sensation. Sur le moment, il avait oublié qu'ils étaient gelés, qu'ils gelaient même de plus en plus. Toute la scène s'était déroulée rapidement, et avant que l'animal ait pu s'échapper, il lui entoura le corps de ses bras. Il s'assit dans la neige et retint de cette manière le chien, qui se débattait en grognant et en gémissant. Mais c'était tout ce qu'il pouvait faire, le tenir dans ses bras et s'asseoir là. Il comprit qu'il ne pourrait pas tuer le chien. Il n'y avait pas de moyen. Ses mains impuissantes ne lui permettaient ni de dégainer, ni de tenir son couteau, ni d'étrangler l'animal. Il le relâcha. Affolé, le chien se sauva à toute vitesse, la queue entre les jambes, en grondant toujours. À une distance d'une quarantaine de pieds, il s'arrêta et l'observa avec curiosité, les oreilles pointées en avant. L'homme regarda ses mains pour voir où elles étaient. Elles pendaient au bout de ses bras. Il fut frappé d'être obligé d'utiliser sa vue pour découvrir où elle se trouvait. Il se mit à agiter les bras en tous sens, en battant ses mains gantées de mitaines contre ses flancs. Il le fit 5 bonnes minutes avec violence, et son cœur pompa assez de sang jusqu'aux extrémités de son corps pour faire cesser le tremblement. Mais toujours aucune sensation dans les mains. Il avait l'impression de porter 2 poids très lourds au bout de ses bras. Mais quand il tentait de préciser cette impression, il ne trouvait rien. Une espèce d'appréhension mortelle, sourde et oppressante s'empara de lui. Elle le submergea bientôt à mesure qu'il se rendait compte qu'il ne s'agissait plus seulement de doigts et d'orteils gelés, ni de la perte de ses mains et de ses pieds, mais d'une question de vie ou de mort où il avait la chance contre lui. Pris de panique, il fit demi-tour et remonta au pas de course le lit du ruisseau sur l'ancienne piste oubliée. Le chien le rejoignit et resta sur ses talons. L'homme courait aveuglément, sans but, en proie à une peur comme il n'en avait encore jamais connue. Il allait sans rien voir, peu à peu, tout en peinant et en pataugeant dans la neige, il recommença à discerner ce qui se trouvait autour de lui. Les berges du ruisseau, les amoncellements de bois morts, les trembles dénudés et le ciel. La course lui faisait du bien. Il ne frissonnait plus. S'il continuait à courir, ses pieds dégèleraient peut-être. De toute façon, s'il courait suffisamment loin, il atteindrait le camp et ses camarades. Assurément, il perdrait quelques doigts, quelques orteils, une partie de son visage. Mais les gars s'occuperaient de lui et sauveraient le reste à son arrivée. Mais en même temps, une autre idée lui suggérait qu'il ne reverrait jamais le camp ni ses camarades. Trop de miles l'en séparaient. Le gel s'était trop emparé de lui, et bientôt il serait raide mort. Cette pensée, il s'évertuait à la chasser et refusait de l'envisager. Parfois, elle cherchait à s'imposer et exigeait d'être prise en compte, mais il la repoussait et s'efforçait de songer à autre chose.
Il lui semblait bizarre de pouvoir courir comme il le faisait, avec des pieds si gelés qu'il ne les sentait plus quand il touchait le sol et portait le corps de son poids. Il avait l'impression d'effleurer la terre sans avoir aucun contact avec elle. Un jour, il avait vu quelque part un mercure ailé et il se demandait si Mercure éprouvait la même sensation en rasant la surface du globe. Sa théorie de courir jusqu'au camp et aux camarades avait un défaut. Il lui manquait l'endurance nécessaire. Plusieurs fois il trébucha et en fin de compte il chancela, perdit l'équilibre et tomba. Quand il essaya de se relever, il échoua. Il en conclut qu'il devait s'asseoir et se reposer. Puis, le prochain coup, continuer en se contentant de marcher. Tout en reprenant haleine, il remarqua qu'il éprouvait une sensation de chaleur et de bien-être. Il ne tremblait plus, et il lui sembla même que cette tiédeur atteignait son buste. Pourtant, quand il touchait son nez et ses joues, il demeurait insensible. Courir ne les dégèlerait pas, non plus que ses mains et ses pieds. Alors l'idée lui vint que les parties gelées de son corps devaient être en train de s'étendre. Il essaya de chasser cette idée, de l'oublier, de penser à autre chose, car il sentait bien qu'elle le paniquait, et il avait peur de cette panique. Mais l'idée s'affirmait, obsédante, au point de produire une vision de son corps totalement gelé. C'en était trop, et il reprit sur la piste sa course éperdue. À un moment, il ralentit, se remit au pas de marche, mais la pensée du gel qui progressait le fit courir de nouveau. Et pendant tout ce temps, le chien suivait sur ses talons à la même allure. Lorsqu'il tomba pour la deuxième fois, l'animal replia sa queue sur ses pattes de devant. Assis en face de lui, il le fixait d'un regard étrange et impatient. Il avait chaud, lui, et était en sécurité. Furieux, l'homme l'injuria, et le chien coucha ses oreilles en signe d'apaisement. Cette fois, les frissons revinrent plus vite. Il était en train de perdre sa bataille contre le gel, qui s'insinuait partout dans son corps. Cette pensée le poussa à repartir, mais il ne courut qu'une centaine de pieds, chancela et tomba la tête la première. Ce fut son ultime panique. Quand il eut repris sa respiration et son sang-froid, il s'assit et songea à affronter la mort avec dignité. Mais il ne le formula pas dans ces termes. Il se dit plutôt qu'il s'était ridiculisé en courant comme un poulet qui a la tête coupée. Telle est la comparaison qui lui vint à l'esprit. Eh bien, puisqu'il allait geler de toute façon, autant l'accepter dignement. Ayant retrouvé la paix de l'esprit, il ressentit les premières atteintes de somnolence. Bonne idée, songea-t-il, de s'endormir dans la mort. C'était comme si on prenait un anesthésiant. Geler n'était pas aussi pénible qu'on le croyait. Il y avait beaucoup d'autres morts bien pires. Il imagina ses camarades le lendemain, en train de trouver son cadavre. Soudain, il se vit avec eux, explorant la piste et se cherchant lui-même. Et toujours avec eux, à un coude de la piste, il découvrait son corps gisant dans la neige. Il ne s'appartenait plus, car même à ce moment, il était en dehors de lui-même, debout avec les gars, en train de se regarder dans la neige, sûr qu'il faisait froid, songea-t-il. Quand il serait de retour aux États-Unis, il pourrait raconter aux copains ce que c'était qu'un vrai froid. Puis il revit le vétéran de Sulphur Creek. Il le voyait nettement, bien au chaud, en train de fumer sa pipe. « Tu avais raison, vieille bique, » lui murmura-t-il, « tu avais raison. » Alors l'homme s'assoupit dans un sommeil qui lui parut le meilleur et le plus agréable qu'il eût jamais connu. Assis en face de lui, le chien attendait. Le jour bref se terminait par un long et lent crépuscule. Rien n'indiquait qu'on allait allumer un feu. Du reste, jamais le chien n'avait connu d'homme qui reste assis de cette façon dans la neige sans en faire un. Tandis que le crépuscule avançait, l'envie impatiente du feu le posséda. Il ne cessait de relever et d'abaisser ses pattes de devant en gémissant doucement. Puis coucha les oreilles, car il craignait une réprimande de l'homme. Mais ce dernier restait silencieux. Ensuite, le chien gémit plus fort. Et plus tard encore, il rampa vers l'homme et flaira la mort. Alors, les poils hérissés, il recula. Il attendit encore un peu,
hurlant sous les étoiles qui sautaient, dansaient et brillaient d'un vif éclat dans le ciel glacé. Puis il fit volte-face et remonta la piste au trot en direction du camp qu'il connaissait, où se trouvaient les autres pourvoyeurs de nourriture et de feu.